Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à l'économie circulaire. Je m'appelle Serge Jovanovic, je suis de l'agence digitale et je serai votre hôte pendant cette émission qui durera environ 1 heure. Alors, lors de cette émission, j'aurai le plaisir d'accueillir sur ce plateau de télévision 5 experts de l'ISCOM, dont son président, et 7 partenaires ou clients que je vais nommer tout de suite. Il s'agit d'Etifinance, Delta Plus, Bechtley, Dynamips, Écologique, Loxy et Trace. Le point commun de toutes ces entreprises, c'est qu'elles pratiquent et mettent en œuvre l'économie circulaire au quotidien pour elles-mêmes et pour leurs clients. Donc vous le verrez par vous-même, vous le constaterez, je l'espère, qu'il n'y a aucun greenwashing ni dans leurs discours, ni dans leurs actes. Donc pendant 1 heure, nous allons parler très concrètement d'économie circulaire, des avantages que cette économie procure dans le développement durable et la protection de la planète, mais aussi des avantages très concrets que l'économie circulaire procure à des entreprises comme la vôtre, des PME, des ETI. Et vous le verrez, certains aspects sont assez inattendus. Je ne vous en dis pas plus. Je vais recevoir donc très bientôt, maintenant, après le jingle, Laurent Desplaces, le président de l'ISCOM. Bonjour Laurent. Bonjour Serge, merci de me recevoir. Bienvenue sur ce plateau. Donc Laurent, vous êtes président de l'ISCOM. Première question, vous avez organisé et initié donc ce webinaire consacré à l'économie circulaire. Première question, pourquoi l'avoir intitulé économie circulaire au-delà des bonnes intentions? Vous voulez aller plus loin que faire des bonnes intentions, une déclaration d'intention? Pour être clair, on a décidé autour de l'économie circulaire de réexpliquer finalement ce que c'était et comment nous étions un acteur fort autour de ce grand mot qui intègre un certain nombre de choses économiques, responsables et sociales. Oui, donc on va voir tout ça avec tous les différents intervenants. Mais vous-même, en tant que dirigeant de cette entreprise, quelle est votre vision de l'économie circulaire? Quelle est votre ambition? Pour nous, l'économie circulaire, c'est aujourd'hui d'être un vrai acteur pour essayer de changer les modes de consommation. Aujourd'hui, le mode de consommation, j'achète, j'utilise pleinement, je recycle, mais mal. Nous, aujourd'hui, on va essayer d'être acteur dans une meilleure consommation de tout ce qu'on va utiliser pour que ça soit mieux utilisé. Et on va voir qu'aujourd'hui, à travers les solutions que nous apportons à nos clients et à nos partenaires, que nous pouvons être un acteur fort dans ce métier, que nous accompagnons d'ailleurs depuis déjà plus de 30 ans. Oui, on en fait, mais on ne le disait pas. Voilà, ça avait un autre nom. Voilà, vous faisiez comme M. Jourdain un peu de l'économie circulaire avant même que ça ne s'appelle comme ça. Exactement. D'accord. Et alors, du coup, au-delà de la dimension écologique, quel est l'intérêt pour une entreprise, pour une PME, une ETI, de se lancer dans l'économie circulaire? Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? Il y a 2 intérêts. Il y a un intérêt économique et un intérêt social, sociétal on pourrait dire, et environnemental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'une part, d'utiliser le bon produit au bon moment et donc de ne payer que l'utilisation de ce produit pour permettre à un autre de l'utiliser. Ou alors d'être celui qui va être le deuxième utilisateur et donc accepter d'utiliser des produits qui ont déjà été utilisés préalablement. Donc nous, on fait vraiment ce travail d'adapter la solution au bon moment, finalement, au bon utilisateur. Et également responsable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, essayer de moins surconsommer. Je veux dire, le Covid nous a fait réfléchir sur la surconsommation et je pense que nous pouvons être un bon acteur. Donc, en fait, vous proposez des solutions de financement qui permettent, d'une part, d'améliorer le bilan RSE des entreprises et aussi de payer moins cher les équipements qui sont utilisés de manière quotidienne et qui prennent en compte le cycle de vie. Tout à fait. Quand aujourd'hui, on propose ces solutions à impact, les fameux contrats à impact dont Nicolas parlera tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure, voilà. avec Nicolas Durst. On contribue véritablement à un axe d'accentuer finalement la pression RSE auprès des entreprises parce que c'est important pour nous. Donc c'est très concret, voilà, on peut économiser, Exactement. On peut gagner sur sa trésorerie. Aujourd'hui, on a fait déjà des statistiques sur les gens qui utilisent pleinement nos solutions locatives. Aujourd'hui, permettent d'améliorer le coût
d'utilisation entre 5 et 10%. Donc il y a vraiment un impact économique au-delà de l'impact sociétal dont on a déjà parlé. D'accord. Et alors j'ai un chiffre pour vous, Laurent. Est-ce que vous savez que 371 millions d'équipements électriques et électroniques ont été mis sur le marché en France en 2019 ? Ça, c'est une source de l'ADEME. La source, c'est l'ADEME. Vous avez là un potentiel énorme. Et oui, nous déjà, en traitons des dizaines de milliers chaque année. Oui, ça ne suffit pas. On va le voir au cours d'une séquence. Mais aujourd'hui, on sait que le marché est très important. Maintenant, il faut qu'il y ait une vraie volonté de l'ensemble des acteurs. Parce qu'il est clair qu'un acteur a pour volonté nos partenaires de vendre des produits, les clients d'utiliser des produits toujours performants. Donc il faut qu'on trouve la bonne adéquation. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà des grands groupes d'ailleurs qui réfléchissent à dire on achète un peu d'occasion, un peu de neuf. Comme ça, on rentre déjà dans ce cadre. Donc on commence par des petits pas, c'est un peu ce que vous préconisez. Pas forcément de faire la révolution RSE tout de suite. De toute façon, on ne pourra pas le faire parce que tous les clients ne sont pas sensibiliser. Notre rôle est d'essayer de sensibiliser le maximum d'acteurs. Alors, vous n'êtes pas seul à faire ça. Vous avez des partenaires, on va en voir quelques-uns tout à l'heure, qui vont se défiler ici. Et aussi, vous ne faites pas que du financement, vous reconditionnez, on le verra donc avec Frédéric Benouillat tout à l'heure, vous reconditionnez les matériels. Donc, vous n'êtes pas seulement financeur, vous êtes aussi acteur de... Non, pour aujourd'hui être dans l'économie circulaire, la connaissance de l'actif est essentielle. On ne peut pas faire du financement, je dirais, uniquement sur des bases chiffrées. On a besoin de le faire sur des bases techniques pour pouvoir comprendre comment on va adapter des solutions au type d'actifs que nous finançons. Donc ce service existe pour cela. Et pour que nos spectateurs comprennent bien, vous n'êtes pas un organisme financier, vous n'êtes pas une banque. Non, pas du tout. Finalement, on associe le meilleur des deux mondes. Voilà. La connaissance des produits, l'asset finalement, et le finance. Donc on fait de l'asset finance qui aujourd'hui, autour de cette action de l'économie circulaire, est sociétale. Et du coup, c'est un cercle vertueux puisque, comme vous prenez en compte l'usage, eh bien, l'équipement est mieux exploité par l'entreprise dans sa première vie et puis ensuite propose une deuxième vie, c'est bien ça? Tout à fait, on a deux volontés. De mieux exploiter les équipements pour optimiser l'aspect économique et donc que toute la chaîne de valeur puisse être répartie équitablement entre partenaires, clients et nous, bien évidemment, et un aspect environnemental aussi par une meilleure exploitation et recyclage s'il faut aller au bout de la vie de ces produits. C'est-à-dire que comme nous sommes propriétaires des produits que nous finançons, le but c'est de se poser la question de ce qu'ils vont devenir, donc être réutilisés, voire être recyclés. D'accord, donc là vous bouclez la chaîne complète et vous êtes même dans la co-construction de certaines offres avec des partenaires, on le verra indispensable, on peut être performant que si nous avons des partenaires et je les remercie. Parfait, très bien. Merci Laurent pour cette première approche, cette vision de l'entreprise LISCOM et de vos ambitions. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier débat, la première table ronde qui va parler financement avec Nicolas Durst que je vais accueillir dans quelques instants. Merci Laurent. Bon webinaire. Merci. Merci. Alors, petite séquence financement, on va parler financement, donc avec Fleur Masterman de Etifinance et avec Nicolas Durst, directeur du développement de l'ISCOM. Donc vous, Fleur, honneur aux dames, vous êtes directrice de la recherche ESG de Etifinance. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliciter cet acronyme? Qu'est-ce que ça veut dire, ESG? Alors, ESG fait référence aux critères qu'on appelle extra-financiers par opposition aux considérations financières plus habituelles que prennent en compte les investisseurs ou les acteurs de la finance de manière générale. ESG, peut-être, qu'est-ce que ça veut dire? C'est environnement, social et gouvernance. Donc, ça va être sur l'environnement, par exemple, la gestion des déchets, les consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre. Sur le S, donc le social, les pratiques RH des entreprises, donc les conditions de travail, la santé, sécurité, l'égalité des chances, mais aussi toutes les autres parties prenantes d'une entreprise, donc ses fournisseurs, par exemple, donc tout ce qui a trait aux achats responsables. Et enfin, le G de SG, la gouvernance, où là, il s'agira d'identifier les pratiques en matière de lutte anticorruption, d'éthique des affaires, ce genre de choses. Donc les critères ESG rentrent dans le bilan RSE. Absolument. De responsabilité sociétale et environnementale. C'est une façon d'évaluer les pratiques RSE des entreprises et organisations. Et qui sont prises en compte maintenant comme des critères extra-financiers. Absolument. Donc là, c'est clair. Vous, Nicolas, donc vous êtes directeur du développement de l'ISCOM.
Donc l'ISCOM, vous faites de la location informatique, si on peut résumer ça de manière un peu triviale. La location qui était autrefois réservée à certains types d'équipements ou à des actifs un peu précis, maintenant devient vraiment très très générale. On peut louer de tout, à titre individuel, des vêtements, des frigos, des vélos. Et dans l'entreprise, comment ça se passe et comment est-ce que vous expliquez cette popularité déjà ? Oui, c'est vrai, Serge. On partage le constat avec vous, la location gagne du terrain. J'y vois deux principales raisons. Tout d'abord, l'accélération du rythme des évolutions technologiques, que ce soit pour des smartphones, pour des équipements médicaux ou informatiques. Voilà, le rythme est parfois un peu difficile à suivre. Et le deuxième point, c'est que la propriété n'est plus une fin en soi aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui compte véritablement, c'est l'usage. Et c'est là finalement tout le changement et le nouveau paradigme, c'est qu'avant, l'achat, c'était une sorte de réflexe pavlovien. Aujourd'hui, on est vraiment rentré dans l'économie d'usage, dans l'économie circulaire. Et c'est-à-dire qu'on est légitime pour se poser la question de l'usage d'un bien, mais aussi l'impact qu'il va avoir. Et je pense que c'est là toute la différence entre la location et l'achat. D'une certaine manière, l'achat nous contraignait parce qu'il limitait nos choix. Le leasing nous rend la possibilité, cette liberté d'avoir des choix et de mesurer notre impact. Je pense que c'est ça la raison de son succès. Et puis en plus, on le verra ensuite, financièrement, c'est intéressant. Ça, vous allez nous expliquer ça, évidemment, de votre point de vue. Du coup, Fleur, ces critères extra-financiers, en quoi ça peut devenir un levier RSE très concret pour les PME, les ETI qui ont entamé une démarche RSE ? Ils essayent de faire des efforts, de recycler les déchets, le carton, le verre, d'économiser un peu sur le chauffage, mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin et en quoi vous aidez d'ailleurs, Etifinance, si vous pouvez présenter aussi un tout petit peu votre activité pour qu'on comprenne bien comment vous aidez les entreprises. Absolument. Donc, en fait, ces critères RSE ils visent à évaluer, en fait, de manière générale, la maturité RSE des entreprises, avec comme spécialité d'Etifinance notre métier l'évaluation des PME-ETI. Parce que la RSE ne se vit pas, ne se pratique pas de la même manière si l'on est une PME-ETI ou si l'on est une grande entreprise. Et donc, la façon dont ces évaluations ESG que nous réalisons aident les entreprises à piloter leurs performances, c'est tout d'abord que ça les aide à identifier leurs points forts, points faibles. Ça leur permet aussi de se comparer à des pairs, ce qui a énormément de valeur en soi, surtout pour un dirigeant de PME-ETI où on n'a pas forcément cette visibilité. On sait ce qu'on fait en interne, on ne sait pas forcément ce que font nos concurrents. Et enfin, et peut-être surtout, ça permet en fait de piloter sa performance dans le temps en suivant la tendance et l'évolution, positive, parfois négative, de ces pratiques pour vraiment placer la démarche RSE dans une amélioration continue, ce qui est essentiel pour une PME. Donc vous êtes un peu les arbitres, quelque part, c'est vous qui donnez des notes ou qui montrez la progression. C'est ça. En fait, notre rôle est un rôle d'intermédiaire entre justement ces entreprises que nous évaluons et nos clients, les acteurs de la finance, les investisseurs qui ont besoin de ces informations pour prendre leurs décisions de financement, comme je l'évoquais tout à l'heure, en complément de critères financiers plus traditionnels. Alors du coup, Nicolas, pourquoi est-ce que Fleur est là ce matin ? Comment est-ce que vous travaillez avec Etifinance ? Concrètement. Oui, écoutez, on a essayé de s'appuyer sur l'expertise d'Etifinance et puis notre savoir-faire en matière de location pour combiner et intégrer ces critères extra-financiers dans des contrats de leasing. Dans vos contrats de leasing, dans vos offres. Exactement. Et on a co-construit un contrat de leasing. Le principe est simple. C'est un contrat de leasing dont les mensualités peuvent baisser en fonction de la performance RSE. D'accord, donc c'est très concret. C'est très concret. Ça veut dire que si on a une bonne note de la part de Etifinance, les mensualités qu'on paye à l'ISCOM baissent. Très concrètement. À quel ordre ? Alors ça peut aller de 0 pour les plus mauvais, mais jusqu'à 20%, moins 20% de baisse. On aura un exemple tout à l'heure. Oui, on va regarder. Voilà. Très concrètement, nous, on définit des critères avec le locataire, et puis grâce à Etifinance, on va mesurer dans le temps leur évolution. Et la baisse des loyers, elle est proportionnelle à la performance de l'entreprise. Voilà. Plus l'entreprise est performante, mieux c'est. Et je pense que là où Etifinance nous a beaucoup aidé aussi, c'est qu'on voulait construire quelque chose de positif. On ne croyait plus trop à la RSE punitive. Je pense que c'est des décisions courageuses pour les entreprises que d'investir dans quelque chose qui n'est pas forcément rentable tout de suite. Mais voilà, on voulait
créer quelque chose pour les encourager et les soutenir. Et ça, c'est vraiment... Et là, important. effectivement, c'est très concret puisque ça impacte la trésorerie de l'entreprise. Ah oui. Elle gagne en trésorerie quand elle est vertueuse. Mais du coup, Fleur, est-ce que ces critères extra-financiers, ces critères ESG, est-ce qu'ils ne sont pas quand même quelque part réservés aux grands groupes, aux grandes entreprises ? Alors c'est l'image qui continue un petit peu à coller à la peau de la RSE, mais aussi de l'ESG, donc côté acteurs financiers et financement. C'est de moins en moins le cas, c'est-à-dire que depuis de nombreuses années maintenant, on voit vraiment émerger ces critères ESG à travers tous les modes de financement désormais, que ce soit en private equity, en dette privée, en prêt bancaire et désormais en leasing avec l'ISCOM, de sorte que les distinctions entre grande entreprise, petite entreprise, entreprise cotée, entreprise non cotée, bon acteur de la RSE, tout nouveau à la RSE, n'ont plus vraiment lieu d'être. En tout cas, c'est vraiment en train de changer. Et un dernier exemple à cette vraie diversification et démocratisation de l'ESG, c'est aussi que les entreprises ne sont plus les seules organisations à pouvoir prétendre à ce genre de financement, parce qu'on voit aujourd'hui des collectivités, par exemple, également bénéficier de ce genre de mécanisme. Donc ça concerne tout le monde maintenant. Absolument. En fait, les critères ESG, les critères extra-financiers et a fortiori le bilan RSE concernent toutes les entreprises. Et bien justement, il y a une entreprise qui a entamé sa démarche RSE il y a déjà plus de 10 ans, et c'est une ETI, c'est une entreprise de taille intermédiaire, une grosse PME, puisqu'il y a 3000 collaborateurs dans 110 pays, qui fait 280 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui conçoit et fabrique plutôt des équipements de protection individuelle, les EPI. Eh bien, on va regarder justement le témoignage de Alexandra Couturier, responsable marketing et communication de Delta Plus. Avant de se lancer dans une démarche RSE, il faut déjà établir l'état des lieux. Et pour ce faire, voir ce que l'on fait déjà bien et qui est peu connu ou peu valorisé. Et à contrario, aussi mettre en lumière les contre-preuves afin de pouvoir y travailler. Donc déjà faire cet état des lieux, ensuite se projeter dans ce vers quoi on veut aller. Pour se projeter, il faut évidemment que la gouvernance de cette démarche RSE soit portée au plus haut niveau par la direction. Et ensuite, pour la décliner, je pense que le meilleur moyen est de découper en grands chantiers et en quick win ces actions, afin qu'il y ait des victoires rapides, mais aussi des transformations de fond. Pour embarquer les collaborateurs, il faut qu'ils soient partie prenante et des grands chantiers et des quick wins. Donc leur donner la parole, faire remonter les envies qu'ils ont et les directions dans lesquelles ils souhaitent aller et les faire porter les projets. Nous avons souscrit avec l'ISCOM cette année le contrat à impact environnemental et nous en retirons 3 bénéfices majeurs. Le premier, c'est que nous sommes une entreprise certifiée 14001 et de ce fait, nous devons justifier de la fin de vie de nos produits, de la fin de vie notamment de nos produits électroniques. Or, avec l'ISCOM, nous pouvons obtenir des certificats sur la traçabilité de la fin de vie de nos produits, soit en réintroduction dans l'économie circulaire, après nettoyage et remise à neuf de nos outils, soit en destruction si trop abîmés. Le deuxième avantage que nous en retirons, c'est que justement, quand il y a réintroduction dans le cursus d'économie circulaire, l'ISCOM nous fait bénéficier d'une rétrocession du prix de vente du produit recyclé. Et enfin, dernier point mais pas des moindres, nous cochons 8 des 10 critères RSE édifiés par l'ISCOM. Et de ce fait, l'ISCOM nous permet de bénéficier d'un taux encore plus avantageux que le taux appliqué. Alors donc c'est un bon élève Delta Plus, 8 critères sur 10. Bravo à eux. Voilà. Et donc Nicolas, c'est votre client. Ce qui est intéressant, c'est que aussi elle donne des conseils. Je pense que les spectateurs ont retenu qu'il faut vraiment impliquer tout le monde. On en parlera tout à l'heure pour la partie RH. Mais là, concrètement, à Delta Plus, donc ils ont justement réduit leur mensualité puisqu'ils ont des bonnes notes là.
Exactement, exactement. Et ce qui est vraiment intéressant dans leur démarche, c'est qu'ils ont su, bien sûr, ça a émané de la direction, mais ils ont intégré toute l'entreprise dans cette démarche. Et puis, ils sont allés par étapes. Il y a à la fois des quick wins et puis une vraie vision à long terme. Ils savent que c'est un processus continu. Donc, effectivement, 8 critères en progression et ça leur a fait une baisse de moins 20% du loyer. Donc là, ils ont atteint l'objectif. Voilà. Et du coup, tout le monde est content. Bien sûr, puisque tout le monde est ravi. voilà, c'est un bon client pour vous et en même temps, eux, ils réduisent leur loyer. Donc, c'est concrètement, win-win. on a fait quelque chose qui a un impact. Parfait. Eh bien, merci à vous deux. Merci à vous. Merci, Sam. Merci. Et puis, on passe à la séquence suivante où on va parler co-construction. Alors, bonjour Frédéric Amichaud. Bonjour Serge. Bonjour, vous êtes responsable du développement et directeur marketing et communication. Et bonjour Alain Basselga. Bonjour Serge. Vous êtes le CEO de Bechley France. Alors, honneur aux invités. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement qui est Bechley ? Alors très rapidement, Bechley est un distributeur informatique capable de prendre en charge les problématiques IT de nos clients, qu'il s'agisse de mobilité, d'infra, etc. C'est une structure qui est installée sur 14 pays européens et qui comprend à peu près 15 000 collaborateurs dans cette Europe. 15 000 collaborateurs, donc c'est une grosse entreprise de distribution informatique. Vous dirigez la filiale française. La filiale française qui est basée en Alsace pour des raisons historiques, complètement, donc Alsace de facto, et avec une agence en France, donc création en mars 2000, et 130 collaborateurs aujourd'hui. D'accord. Et votre définition de l'économie circulaire, en une phrase ? En une phrase, association des compétences pour aller jusqu'au bout des choses. D'accord. Alors voilà, vous parlez association des compétences, donc on est complètement dans le sujet de la co-construction. Donc Frédéric, vous, en 2 ou 3 mots, si possible, ça veut dire quoi co-construire, la co-construction ? L'exercice n'est pas simple en 2-3 mots, mais je vais tenter d'utiliser une image sportive et du vélo notamment. Je dirais le changement de braquet. Le changement de braquet, vous savez, en vélo, le fait de faire un tour de plateau, c'est ce qu'on appelle le développement. D'ailleurs, c'est intéressant le terme. Oui. C'est la distance qu'on parcourt avec un tour de plateau. Eh bien, c'est ça. La volonté de la co-construction, c'est démultiplier les forces de chacun. Et c'est l'objet de la co-construction. D'accord. Et alors, du coup, Alain, est-ce que vous pouvez donner des exemples de co-construction dans votre activité ? En réalité, dans l'activité qu'on a, la co-construction est quelque chose que l'on maîtrise assez fréquemment, du fait que pour adapter notre réponse, on a besoin d'être plusieurs. On a un constructeur informatique, alors, bien sûr, tout ça avec le client centrique, ça c'est important. Il y a la partie service, il y a la partie aujourd'hui suivi maintenance. Et c'est ce qu'on fait, tout à fait. Et derrière ça, ce qu'on a aussi besoin, c'est d'aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire qu'avec l'intégration de l'ISCOM, on ne s'arrête pas seulement à l'installation du matériel et de ne plus savoir ce qui se passe derrière. Y a-t-il une deuxième vie possible ? On travaille sur ce point, on co-construit ce point justement avec l'ISCOM. D'accord, donc la co-construction, ce n'est pas uniquement co-construire en amont, c'est maîtriser le cycle complet, y compris la réintroduction du matériel d'occasion, la seconde vie du matériel. Et ça, c'est très important. D'accord. C'est nouveau la co-construction pour l'ISCOM ? Alors je pense que Laurent en a parlé tout à l'heure, mais ça fait plus de 30 ans en fait qu'aujourd'hui l'ISCOM travaille avec nos partenaires et surtout quand je dis co-construction, ça se fait conjointement. D'accord. Sans les partenaires, l'ISCOM n'a pas de raison d'être. Alors par exemple, concrètement, qu'est-ce que vous faites avec Bechley ? Eh bien, l'idée c'est de travailler sur la chaîne de valeur, du début à la fin, et surtout dans la satisfaction du client. Donc l'idée, elle est là en fait, c'est véritablement construire des offres nouvelles auxquelles on n'avait pas forcément pensé, au contact de nos partenaires experts dans leur domaine d'activité. Ça répond à un besoin d'adaptabilité de l'offre au client, adaptabilité de l'offre au monde de demain, pour aller justement jusqu'au bout des choses et boucler. Surtout dans les nouvelles technologies, qui est votre domaine, puisque ça bouge beaucoup, le matériel devient obsolète très vite. Et du coup, comment est-ce que vous proposez les meilleures offres au meilleur moment ? Et surtout, c'est quoi ces offres en fait ? En réalité, notre métier à un moment donné, c'était de s'intéresser à une problématique à l'instant T. Oui. Donc on résolvait cette problématique, pardon. Oui. Et derrière, on s'arrêtait là, on avait l'impression d'avoir accompli notre mission. Avec l'arrivée de l'ISCOM, on se dit qu'il y a forcément une seconde vie après, tout ne s'arrête pas. Derrière, on ne peut pas rester assis en disant voilà, on a fait notre travail. Derrière, il faut adapter cette réponse à une seconde vie et recycler, comme disait Laurent,
sur le matériel et approcher une gestion moderne de l'entreprise. Concrètement, l'offre, en fait, Serge, vous voulez vous donner un exemple précis. L'offre, c'est l'offre que nous on appelle DaaS, Device as a Service, qu'Alain nomme différemment, mais c'est la même volonté. Vous l'appelez comment, Alain, vous? Nous, on l'appelle X as a Service pour une raison simple, c'est que le X permet d'englober plusieurs définitions. Il y a la même chose pour le serveur, on a la même chose pour les plateformes software, le portable, etc. le poste fixe, la téléphonie, etc. On va dire que le device a tendance à être un tout petit peu, on va dire, monolithique, alors que X as a Service, ce qui est vrai, c'est pour l'ensemble des problématiques. Je pense qu'on va reconstruire l'offre, on va la renommer. Voilà, oui, peut-être. D'accord, mais c'est juste une question d'appellation. C'est une des briques. Et il y a aussi du software dedans. Il y a aussi du software aussi. Mais ça fait longtemps que ça existe, le software. On a plus l'habitude déjà de l'avoir à l'usage. Le matériel, ça reste quand même assez nouveau. C'est une nouvelle manière de gérer l'entreprise et de pouvoir avoir une nouvelle collaboration avec de nouveaux partenaires pour co-construire une nouvelle offre. D'accord. Il y a le co-construire et puis il y a aussi reconditionner les équipements, donc donner cette seconde vie. Alors j'ai un chiffre vous communiquer qui est intéressant quand même. 60%. C'est le taux de réparabilité que la France souhaite atteindre d'ici 5 ans sur les produits électroniques. Vous pensez qu'on y sera ? Alors, je dirais, Alain, si vous permettez, je dirais qu'il faut surtout qu'on ne s'arrête pas là. Oui. C'est surtout ça. Alors, au-delà d'y être ou pas, et ce n'est pas uniquement sur l'informatique, même si l'informatique, parce que c'est notre métier d'origine, et là où finalement le marché est le plus important, toutes les entreprises utilisent aujourd'hui des outils informatiques, mais effectivement, ce n'est pas uniquement l'informatique, c'est aussi d'autres marchés. D'accord. Et si je peux me permettre, je ne suis pas acquis sur cet objectif pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où il y a un remplacement, ça ne veut pas dire forcément une panne, ce n'est pas forcément une notion de réparabilité, c'est une notion de seconde vie parce que l'entreprise, pour faire face à ses nouveaux besoins, peut-être besoin d'une configuration à peu près supérieure, mais ça ne veut pas dire que l'ancienne configuration est obsolète. Où est la durabilité, une notion d'obsolescence là-dedans ? C'est un actif. C'est un actif que vous gérez pour vos clients et qui correspond à un besoin à un instant donné. Et ce besoin peut évoluer vers plus de puissance informatique, mais aussi vers moins si l'activité on arrive à être réduite. On l'a vu par exemple en 2020 avec la crise. Totalement. Vers un environnement pédagogique par exemple, vers des structures qui ont besoin, la mobilité, vers des structures qui ont besoin peut-être d'une configuration un peu plus light. On n'a pas forcément besoin d'affaires à souder pour parler de seconde vie. Alors, Frédéric, vous ne travaillez pas que avec Bechley. Donc là, on va regarder un petit sujet en vidéo. C'est une entreprise de services numériques, un confrère à vous, Alain, qui est basé à Nantes, qui est en croissance continue depuis déjà une dizaine d'années et qui a entrepris une démarche RSE en 2014. Et donc, voilà, on va écouter Fabien Lévesque, qui est le directeur marketing et communication de Dynamips. On regarde la vidéo. Alors la démarche RSE, on s'y est intéressé en 2014 sur l'impulsion du dirigeant, du PDG. Et du coup, on s'est lancé derrière dans une labellisation avec l'association Planète RSE, donc, qui est plutôt sur Nantes et qui regroupe une centaine d'entreprises. Déjà, c'est la performance économique, puisque moi, je n'ai connu que la croissance chez Dynamips et j'y suis depuis 2008. Ensuite, je peux vous donner des résultats au niveau RH, par exemple, avec un turnover d'environ 10%, ce qui est bien inférieur aux moyennes de notre secteur d'activité. Je peux aussi vous donner des résultats sur l'aspect environnemental, avec, par exemple, plus de 6000 arbres plantés depuis les débuts de la démarche RSE. Et puis enfin, je peux aussi vous partager un taux de qualité de vie au travail de 73%, puisqu'on a un baromètre de qualité de vie au travail pour nos équipes. Volontairement, je suis pas allé sur le web pour voir exactement ce que ça voulait dire, mais pour moi, ça fait appel à deux idées clés, on va dire. La première, c'est la sollicitation, l'implication, la consultation de parties prenantes. Et puis l'autre idée, c'est la notion de durabilité. Alors la démarche LISCOM est intéressante dans le cadre de notre démarche RSE, puisqu'on va d'abord proposer une solution économique à nos clients, qui vont être d'abord sur une consommation à l'usage et qui vont préserver leur trésorerie à travers le financement. Et c'est aussi intéressant derrière sur l'aspect environnemental, dans le sens où le produit qui arrive en fin de contrat, eh bien LISCOM va lui donner une seconde vie à travers son réseau de brokers. Donc ça nous parle évidemment beaucoup.
pour moi, pour nous, c'est le modèle quelque part le plus vertueux, ce vers lequel tendre un maximum. Et on a vu notamment à travers le contexte actuel sanitaire qu'on est tous reliés les uns aux autres à l'échelle de la planète, mais aussi à l'échelle locale. Et pour moi, l'idée de travailler ensemble et pour les autres, encore une fois, c'est celui qui est le plus vertueux. C'est ce vers quoi on va tendre, donc que ce soit pour nos salariés en interne ou pour nos clients ou pour toute autre partie prenante, type des écoles, des institutions sur le territoire. Donc c'est clairement un modèle à suivre. Voilà, donc c'est deux exemples intéressants, Dynamips qu'on vient de voir en vidéo, Bechtlet, il y a d'autres partenaires, Frédéric. Pas que, puisqu'effectivement, nous on intervient sur, alors je vais appeler écosystème, c'est-à-dire nos marchés sur lesquels on intervient sur plus de 16 écosystèmes, et des actifs qui n'ont finalement rien à voir avec l'informatique, notamment industriels, je pense, parce que c'est l'exemple certainement le plus a priori diamétral. Je vais citer deux noms qui sont dans la région Grand Est aussi, puisqu'on a aussi des partenaires dans cette chaîne de valeur constructeurs qui sont Bongar, fabricant de fours de boulangerie et matériel de boulangerie, mais également Rational, le matériel de restauration. Donc ça, ce sont des équipements, des actifs que vous gérez pour ces clients-là, en leasing, avec l'aspect recyclage, reconditionnement. C'est la volonté de travailler avec eux dans cette chaîne de valeur et de co-construire des nouvelles offres. C'est la volonté. Et ça a été notamment accéléré par cette crise qu'on a connue l'année dernière. Donc c'est très concret la co-construction. Et du coup, je vous laisse un peu le mot de la fin, Alain, sur cette partie co-construction. C'est prometteur pour vous, pour l'entreprise Bechtlet, de co-construire des offres avec des gens comme l'ISCOM et peut-être d'autres aussi ? Oui, c'est très prometteur dans le sens où ça nous permet vraiment de garder un focus sur une forme d'adaptabilité et d'agilité. Et surtout, garder l'effet du lendemain, c'est-à-dire que rien ne s'arrête au moment où on installe, où on livre. Mais au contraire, il faut savoir faire une seconde vie. Laurent le disait tout à l'heure, on parle bête d'économie circulaire, on revient donc forcément à un point de départ. Voilà, et puis je crois que vous m'avez expliqué, vous étiez allé même à Taïwan pour voir comment ils fabriquent les charnières d'ordinateurs portables. Oui, alors ça c'est une jolie anecdote parce qu'en fait quand on utilise un ordinateur portable, on n'a pas l'impression que vous avez des gens qui passent un temps fou à essayer de trouver des détails, mais dans le cadre de la RSE, vous avez des ingénieurs qui essayent de savoir comment optimiser le poids d'un portable, ne serait-ce qu'en travaillant sur une charnière, sur un environnement comme ça pour alléger de quelques grammes, pour réduire au bout de X millions de productions l'empreinte carbone, l'utilisation de matières plastiques, etc. etc. Donc, voilà. Et c'est vraiment une très très belle opportunité. C'est plein de détails qui sont plutôt sympas. Et qui rentrent aussi dans ce cycle de la co-construction. Pleinement dans ce cycle. Messieurs, merci. On va passer à la séquence suivante. Merci à vous. Merci. Alors, la séquence suivante, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Charnotet, la DRH de l'ISCOM. Bonjour. Bonjour Nathalie. Alors, quand on évoque l'économie circulaire, on ne pense pas forcément ressources humaines. Du coup, qu'est-ce que vous faites là ? Déjà, j'ai été invitée, je vous en remercie. C'est quoi l'économie circulaire ? L'économie circulaire, c'est la gestion durable des ressources. Et typiquement, quand on est en RH, on gère durablement les ressources. On n'est plus dans ces systèmes très consuméristes qui existaient avant, où on recrutait un salarié pour un poste spécifique, et puis quand le poste disparaissait ou évoluait, on remerciait le collaborateur. Aujourd'hui, tout change et ça change très rapidement. Donc le but, en fait, c'est d'accompagner les collaborateurs pour dire, voilà, le métier a évolué, mais on va t'accompagner et puis tu vas rester dans l'entreprise et tu vas pouvoir accéder au poste qui aura évolué et on va t'accompagner là-dessus. C'est un peu un état d'esprit, en fait. C'est complètement un état d'esprit. Donc, ok. Et du coup, vous mettez en place des boucles de valeurs positives. C'est quoi concrètement ? Alors concrètement, c'est quoi ? Je vous parlais d'accompagnement. Donc on a chez l'ISCOM un gros parcours de formation. Aussi bien de la formation continue, et c'est vraiment continuel, c'est-à-dire que les salariés sont formés continuellement sur des process qui sont liés à l'organisation et aux métiers internes. Et des métiers assez techniques comme justement le reconditionnement, la réutilisation. Tout à fait, mais pas que. On a tous les métiers qui sont présentés chez l'ISCOM. Mais il y a aussi toute la formation externe. Pour vous donner un petit ordre d'idée, aujourd'hui, on consomme 1400% de plus que ce que l'obligation légale nous impose en France, en termes de formation.
externe. La formation externe, ça peut être une formation sur, je ne sais pas quoi, une expertise juridique. Ça va être aussi des formations sur le développement personnel. C'est hyper important, les soft skills aujourd'hui. Et donc, du coup, on forme nos salariés dans le cadre du développement personnel. Et là, typiquement, on a mis en place un parcours de formation managériale qui va s'étendre sur une année complète, où on met en place des modules de formation pour accompagner nos managers. D'accord. Donc, vous accompagnez les managers, vous accompagnez les salariés. Vous êtes plus de 200 chez l'ISCOM. C'est ça, tout donc, à fait. Vous avez là de quoi faire. Mais alors, pour en revenir justement à l'économie circulaire, en quoi une entreprise qui fait de l'économie circulaire, alors vous êtes un acteur de l'économie circulaire, mais on va dire une PME ou une ETI qui veut se lancer dans l'économie circulaire, en quoi ça peut servir pour les RH? En quoi un DRH va être plus efficace, plus performant grâce à cette économie circulaire? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un état d'esprit. Donc du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on n'est pas dans... on va subir la situation et du coup, le DRH va se dire, mince, il y a une situation qui arrive, il va falloir agir. Nous, on est dans l'anticipation. Et donc, on travaille sur aussi l'adaptabilité et sur l'accompagnement. Et plus le DRH sera dans l'accompagnement en disant, très bien, les métiers vont évoluer, je vais anticiper, je vais recruter des salariés qui ont des soft skills, typiquement en matière d'adaptabilité, en matière de communication, voilà, et plus il va pouvoir accompagner les besoins de son entreprise et plus les salariés vont aussi s'y retrouver. Du coup, la marque employeur, parce que c'est le sujet, c'est le titre de notre petite discussion, la marque employeur s'en retrouve renforcée. C'est plus attractif d'être une entreprise qui a un bon bilan RSE et qui agit pour le développement durable, la protection de la planète, que l'inverse, pour attirer notamment les jeunes générations. Alors vous avez raison, les jeunes talents ont cette vraie appétence pour l'écologie, mais pas que. Moi je lisais un sondage récent qui disait qu'il y avait 85% des Français qui considéraient que les entreprises devaient travailler et s'investir dans le cadre de l'économie durable. Donc c'est finalement, ça ne touche pas que les jeunes talents, mais également en fait, il y a 85% des Français, on a une bonne représentation forcément dans l'entreprise. Et alors du coup, question très très concrète, qu'est-ce que vous faites chez l'ISCOM pour réduire votre empreinte écologique? Alors chez l'ISCOM, en tout cas au niveau RH, on a un gros process de digitalisation de la fonction RH. C'est-à-dire que les gros process RH sont digitalisés aujourd'hui. On a des web spécifiques qui permettent de s'enregistrer, de faire les entretiens annuels sur des applis pour pouvoir les retrouver, etc. Et on a un beau projet là aujourd'hui sur la digitalisation de la formation continue. C'est-à-dire qu'on va digitaliser pour que le salarié, finalement, a peut-être pas le temps parce qu'il a des réunions et qu'il préfère se concentrer sur son job, par exemple le matin, et l'après-midi, il va pouvoir aller voir online des parcours de formation, va se dire tiens, j'ai besoin d'une piqûre de rappel, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait en interne et qu'on travaille aujourd'hui. Donc c'est moderne parce qu'il y a les outils numériques et c'est aussi, ça permet d'économiser sur les déplacements, bien sûr, sur son temps, etc. Donc là aussi, c'est un cercle vertueux que vous encouragez, en tout cas chez l'ISCOM. Merci Nathalie. Merci Serge. On passe à la séquence suivante. Alors, retour sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Benouya. Bonjour. Bonjour Frédéric, directeur du Centre technique de reconditionnement de l'ISCOM. Ludovic Degan, donc vous êtes directeur du développement de Écologique. Et Maxime Couture, vous êtes responsable commercial de l'entreprise adaptée Loxy. Alors je vais commencer par vous. Est-ce que vous pouvez déjà présenter Loxy et qu'est-ce que c'est qu'une entreprise adaptée? Donc Loxy, on est spécialisé dans le recyclage du matériel informatique. On a ouvert en 2005, l'année du décret, et on est une entreprise adaptée. Ça veut dire que c'est un agrément fourni par le préfet du Val d'Oise. D'accord. Parce qu'on a un fort taux de salariés en situation de handicap. Vous êtes combien concrètement au total et combien de salariés en situation de handicap? Au total, on est 58 salariés et il y a 35 personnes qui sont en situation de handicap. D'accord, donc ça, c'est pour ça que vous êtes une entreprise adaptée. Tout à fait. Ok. Ludovic, donc vous êtes, je l'ai dit, directeur du développement de Écologique. Est-ce que vous pouvez présenter Écologique? Oui.
Écologique, c'est un éco-organisme, la matérialisation d'une obligation réglementaire à la base européenne, qui se traduit en droit français, sur une REP, responsabilité élargie du producteur, concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques, les D3E. Et donc nous sommes une entreprise mission d'intérêt général à but non lucratif qui a pour mission, enfin plusieurs missions, dont en tous les cas organiser, structurer et développer la filière de prévention, de collecte et de recyclage de ces fameux déchets d'équipements électriques et électroniques. D'accord. Et du coup, Frédéric, vous travaillez à la fois avec Écologique et l'Oxy. Exactement. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites avec ces deux entreprises, ces deux organismes, alors, une entreprise et un organisme? Nous confions tous nos déchets des équipements électriques et électroniques qui partent du centre technique de l'ISCOM à travers Écologique qui va assurer la collecte, la traçabilité, tout ça dans un cadre réglementaire, et ensuite acheminer sur ces différents partenaires tels que l'Oxy, l'entreprise adaptée, pour qu'on passe en phase de dépollution et de valorisation de matière. D'accord. Donc là, on est 3 acteurs de la chaîne. Et est-ce que, Frédéric, vous pouvez expliquer à nos spectateurs ce qu'est la pyramide du recyclage avec les 3 R, réemploi, réutilisation, recyclage? Alors, je vais prendre un exemple pour que ce soit concret par rapport à ce que je vais expliquer. Un smartphone, tout le monde en a un. Oui. On l'utilise pendant 3 ans. Au bout de 3 ans de cette économie d'usage, qu'est-ce que je peux en faire? Avant d'envisager le recyclage, c'est-à-dire la destruction du produit, donc chez l'Oxy. Chez l'Oxy, par exemple, je peux peut-être le réemployer, c'est-à-dire lui donner une seconde vie dans l'état d'origine à laquelle il était. Donc, bien évidemment, il faut qu'il soit fonctionnant. Si cette étape n'est pas possible, la réutilisation. Donc, cette seconde vie, c'est le réemploi, c'est exactement. Ça? Exactement, c'est le réemploi, une seconde vie du produit. Le donner à quelqu'un, enfin le vendre à quelqu'un d'autre qui va l'utiliser en tant que matériel d'occasion. Exactement. Ça, c'est clair. La réutilisation, c'est la deuxième partie si le réemploi n'est pas possible. Imaginons que le produit est en panne. Mais est-ce que ces composants, sa carte mère, ses accessoires, ainsi de suite, peuvent être réutilisés sur le marché de l'occasion, justement, peuvent servir en tant que pièces détachées? Et enfin, si ces 2 étapes ne sont pas possibles, recyclage, destruction et valorisation matière. Donc ça, vous allez nous expliquer, Maxime, comment ça fonctionne. Mais au préalable, Ludovic, comment est-ce qu'on peut réduire ces déchets électriques et électroniques, ces déchets d'équipements électroniques et électroniques, les D3E, quand on est une entreprise, et comment est-ce qu'on peut faire ça concrètement? Et à quoi vous servez, vous? Ça a beaucoup de choses. En fait, je pense que un des sujets, c'est de ne pas confondre fin de vie et fin d'usage. D'accord. La fin d'un usage n'est pas égale à une fin de vie. Oui, c'est ce qu'on vient de voir. Voilà. Et souvent, il y a confusion. C'est qu'on a l'impression qu'une fois qu'on a fini d'utiliser son équipement, il faut l'envoyer au recyclage. Bien non, en fait. Et donc, concrètement, les entreprises doivent s'investir du sujet, et le font de plus en plus, à travers une autre façon de consommer, y compris leur matériel informatique, mais pas que sur l'IT. C'est vrai aussi sur les cuisines professionnelles. C'est vrai dans plein de domaines, en réalité, où finalement, on n'est plus sur la question de posséder, je crois qu'un intervenant le disait tout à l'heure, on est sur la question de l'économie de fonctionnalité, sur l'usage, à proprement parler. D'accord. Et d'ailleurs, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que plus de 30% des Français ont acheté un produit reconditionné en 2020. Donc ça prouve qu'on va dans ce sens-là, quoi. J'en fais partie. Mais vous n'avez pas de camion, vous ne faites pas du travail que fait justement l'Oxy, avec vous, Maxime. À quoi consiste votre travail, vous, au bout de chaîne? Par exemple, on va prendre l'exemple de l'ISCOM qui demande à Écologique, parce qu'ils ont des D3E, Écologique va nous faire une demande d'aller collecter le matériel pour l'ISCOM. Donc nous, on va s'occuper du transport et ensuite, on va trier le matériel une fois dans nos locaux. On va séparer les différentes matières et les différents matériels. Si toutefois, on peut aussi faire une traçabilité en prenant les numéros de série, les choses comme ça pour l'ISCOM. Oui, ça c'est un point important, la traçabilité. Ouais, oui. Comme ça, on peut tout répertorier, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ensuite, on va faire de la valorisation matière. Parce que comme l'ISCOM fait du réemploi, nous, on considère que ce qui arrive, c'est uniquement du déchet. Donc, on va faire la valorisation matière. Donc, on va tout broyer par des broyeurs qu'on a créés grâce au matériel qu'on a collecté. Donc, tout ce qui est, par exemple, les bed serveurs, donc les grands racks, on s'en est servi pour faire les pieds, par exemple, du broyeur. D'accord. Donc vous avez recyclé, vous avez recyclé la matière pour produire des équipements qui permettent justement de mieux recycler. C'est ça. Vous faites aussi le tri des matériaux rares. Tout à fait. Du coup, grâce au broyeur, on a 3 types de broyeurs différents et le dernier permet de vraiment affiner les broyats
pour pouvoir, par un procédé industriel, récupérer l'or, le palladium, l'argent qui sont contenus dans les cartes électroniques. Et c'est mieux de le faire en France que de le faire dans des pays Tout à fait. Oui, très très loin. on le fait en France, justement. Voilà, on le fait en France. Et ce ne sont c'est- pas des enfants qui le font. Quoi. C'est Voilà. ça, tout Et à fait. ce que dit Maxime est intéressant parce que déjà c'est une entreprise adaptée. 80% de son personnel, on l'a dit, est en situation de handicap. Et il travaille quand même sur la dépollution de matériel informatique, qui est assez complexe. Là je dis chapeau quand même parce que c'est pas simple et c'est très réglementé. Et là-dessus, c'est pour ça que je tenais à ce que l'Oxy vienne témoigner sur cette partie-là. Donc, on a bien compris les trois R, enfin j'espère. Du coup, Frédéric, Oui. l'ISCOM et ses partenaires, comme Écologique et l'Oxy, vous intervenez sur chacune des trois strates de la pyramide, c'est bien ça? Alors, nous, Et dans quelle proportion? Alors, nous, l'ISCOM, on intervient à hauteur de 75%, je vais vous donner un chiffre pour 2020, 75% des matériels, on les a mis dans le circuit du réemploi. D'accord ? Réemploi, réutilisation. 25% restants, c'est le recyclage, c'est la fin de vie. Alors, il y a un phénomène qui est dû à ça, les 25%, c'est assez simple, c'est que nous, on fait un certain nombre de tests poussés sur le matériel. On ne va pas réemployer du matériel sans les avoir testés. C'est la question que j'allais vous poser. Eh ben voilà, comment est-ce que vous vous assurez que les matériels reconditionnés que vous proposez donc soit à des clients, soit que vous mettez sur le marché, ne vont pas tomber en panne, ne vont pas finir comme des déchets? Tout simplement, on va faire un certain nombre de tests poussés sur chaque typologie de produit. On a une dizaine de techniciens sur le centre technique qui vont, je redonne un exemple, sur un smartphone, faire jusqu'à 45 points de contrôle. Et en fonction de ces points de contrôle, on va déterminer si le matériel peut être remis sur le marché de l'occasion ou s'il doit être recyclé. Pour les smartphones, 64% des Français seraient prêts à acheter un smartphone reconditionné. Donc là, on est quand même dans un développement de vos activités, n'est-ce pas Ludovic? Oui, on revient vraiment sur cette façon de consommer différemment. La clé, elle est là. De toute Après, façon, il y a aussi une législation qui impose une certaine proportion de reconditionnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, il y a plusieurs points. On parlait du consommateur à l'instant. Je vais rebasculer 2 secondes, si vous me permettez, Absolument. sur le monde de l'entreprise et des administrations. Ce sont des entreprises qui nous regardent aujourd'hui, donc c'est ça qui les intéresse aussi. Pourquoi je parle de ça? Parce que, en fait, la question de la fin de vie de leurs équipements les engage. Il y a une responsabilité juridique des entreprises sur le fait que soient bien gérés les équipements en fin de vie. Ce point-là, c'est la loi, c'est le code de l'environnement. Je lis ma note parce que j'ai du mal à retenir les articles en général, mais c'est l'article L541-2 du code de l'environnement qui dit que les entreprises et administrations sont responsables de la gestion en fin de vie de leurs équipements, notamment les équipements informatiques, mais pas que. Et que cette responsabilité, elle ne s'éteint pas juste parce qu'ils l'ont confiée à un tiers, et parce qu'il y a un bordereau de suivi de déchets qui dirait qu'il y a leur nom dessus, c'est même l'inverse. Et donc, à partir du moment où l'ISCOM fait un choix fort et important pour ses clients de dire « je vais confier ça à un éco-organisme écologique en l'occurrence », il y a à partir de ce moment-là un transfert de responsabilité qui s'opère, c'est notre rôle. Tout à l'heure, vous posiez la question, je n'ai pas répondu. Mais c'est notamment notre rôle que de s'assurer que ce qui se passe dans la filière soit conforme aux réglementations, de garantir la qualité de la dépollution et du recyclage à travers des partenaires, notamment comme l'Oxy. Et ça, c'est un élément fort et c'est un point fort vis-à-vis des clients en tous les cas. Je garantis un transfert de responsabilité et le fait que les choses soient faites conformément à la réglementation. C'est un double avantage, un double effet. Non seulement je suis vertueux, j'améliore mon bilan RSE, je protège la planète, mais également je me dédouane des risques juridiques en tant que dirigeant d'entreprise par rapport à ces déchets. C'est quand même très important de le savoir. Sur un éco-organisme. Voilà. Et donc là, je pense qu'on a bien compris pourquoi vous êtes là tous les trois aujourd'hui. Et on va regarder du coup une entreprise qui est utilisatrice de vos services, qui est cliente de chez vous, qui est une entreprise qui propose des solutions d'ingénierie environnementale, un peu comme vous chez l'Oxy, et qui notamment qui fait de la dépollution et qui propose aussi de la traçabilité digitalisée de ces déchets. On écoute Michel Peccenini, le président de Trace. L'économie circulaire, pour moi, c'est vraiment donner une seconde vie à la matière dans le sens large de la matière. Ça peut être aussi bien un élément
que des matières constituant l'élément. Notre valeur ajoutée vis-à-vis des clients, c'est surtout d'apporter une traçabilité digitale et donc une traçabilité probante vis-à-vis de tout ce qui touche les déchets et les coproduits que l'on peut retirer d'un ensemble. Nous achetons tout notre matériel d'occasion chez Liscom, car pour nous, c'est exactement la même philosophie d'économie circulaire que nous mettons en œuvre dans la société Trace. Alors, comme toute économie circulaire, ce matériel a été vérifié, sécurisé, et donc nous avons du matériel qui est du simili-neuf. Aujourd'hui, l'avenir de cette économie circulaire est surtout guidé par le digital et par tous les éléments qui constituent le digital, c'est-à-dire les blockchains, de la traçabilité surtout, pour avoir un suivi probant de tous les déchets, mais aussi un suivi probant de tout ce qui peut faire partie d'une économie circulaire. Je suis confiant dans l'avenir de Trace car il réunit deux métiers, le métier de l'environnement et le métier du digital. Et ces deux métiers sont porteurs pour nos donneurs d'ordre pour pouvoir avancer dans les métiers, encore une fois, de l'environnement. Alors Ludovic, on a vu l'exemple de Trace, c'est intéressant. On lui a posé la question, et vous aussi, je vous pose la question, comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'économie circulaire ? Vaste question. Là. Vaste question, et je crois qu'il y a vraiment une question de l'engagement de chacun sur ce sujet, quel que soit son rôle, que l'on soit un fabricant qui, dans cette logique d'économie circulaire, va travailler sur l'éco-conception. J'entendais tout à l'heure l'exemple des charnières. La charnière, c'est travailler sur la robustesse. Travailler sur la robustesse, c'est permettre une durée de vie plus longue. Donc la question de l'éco-conception. Et je sais que les fabricants aujourd'hui se mobilisent très fort sur ces sujets. C'est aussi la question, quand on arrivera au recyclage, de l'intégration de la matière première issue du recyclage dans les équipements. Donc il y a de vrais sujets là-dessus. Et puis il y a la question du consommateur, la question des entreprises sur la façon de consommer différemment. D'accord. Donc l'économie circulaire est quand même appelée un bel avenir, a priori, puisqu'il y a de quoi faire. Très concrètement, vous, Maxime, vous voyez comment l'avenir de l'Oxy ? Ah bah, pérenne, oui. Franchement, sur le long terme. Parce que comme disait Ludovic, nous, grâce au broyeur, par exemple, on arrive à recycler 97% des déchets qu'on nous confie. Oui. Et tous les métaux précieux vont être réinjectés dans le circuit. Donc ça va continuer comme ça. Pareil, on fait aussi du réemploi de temps en temps. Quand on arrive à trouver quelques pièces qui nous manquaient pour une unité centrale, on va la réutiliser. Mais oui, c'est l'avenir. Tout se digitalise. Donc il faut continuer comme ça. Donc c'est l'avenir. Et vous, Frédéric, vous voyez comment cet avenir-là ? Je le vois aussi de façon sereine, puisque moi, depuis presque 20 ans maintenant, je suis toutes ces étapes de recyclage. Et on voit bien qu'on assiste vraiment à un grand changement. Oui, il y a quand même une tendance à s'accélérer. Exactement. On l'a vu par les particuliers, vous l'avez cité tout à l'heure, qui aujourd'hui n'hésitent pas à consommer du matériel en termes de remploi. Ils ont ouvert la voie. Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises commencent à prendre conscience. On l'a vu aussi avec Trace, puisqu'ils ont une leitmotiv qui est simplement de dire, pour mes collaborateurs, je m'équipe d'abord de produits reconditionnés. Donc, je vais directement au deuxième R de la pyramide du recyclage, voilà. J'ai bien noté. Et donc, moi, je le vois effectivement, c'est exponentiel. Je pense qu'il y a un avenir assez ouvert sur ce sujet. Ok. Bon, donc, on peut dire à nos spectateurs, s'il y a une chose à retenir de cette petite discussion, c'est 3 R. Et pensez aux 3 R. C'est ça, voilà. Réemploi, réutilisation et recyclage. Et ce sont des bons réflexes à acquérir à la fois en tant que particulier, en tant que citoyen qui veut s'engager pour le développement durable, la protection de la planète, et aussi en tant que dirigeant d'entreprise, puisque c'est vertueux et ça permet en plus d'économiser à l'arrivée et de l'usage et de la trésorerie. Donc voilà, on a un peu bouclé la boucle là, on peut dire. Exactement. Merci messieurs pour ce débat. Et je vais accueillir donc maintenant Laurent Desplaces pour le mot de la fin. Merci. Alors Laurent,
C'était pas mal cette émission, hein. C'était dense, hein. C'est passé vite. Oui, j'ai trouvé qu'elle était riche à travers les interventions de nos partenaires, de nos clients. On voit qu'il y a encore plein de choses à faire, hein, parce qu'on est vraiment au début. L'économie circulaire, on en parle depuis une petite année. Tout le monde met ça un petit peu partout sur ses sites ou dans ses flyers. Maintenant, il faut montrer que ce n'est pas qu'un discours, mais des actes. Donc, au-delà des bonnes intentions, on a donné des pistes. Hein, forcément, on ne peut pas tout donner les solutions comme ça en une heure. On a donné des pistes pour aller concrètement, pour aller plus loin. Qu'est-ce que vous préconisez du coup pour aller plus loin, à la fois avec vos partenaires, vos clients? Quel message vous pourriez donner aux gens qui nous regardent? Mais en fait, on doit tous on doit formaliser un certain nombre d'obligations, on doit s'obliger finalement. Oui. Dans les C2E, on dit qu'il y a les obligés qui sont les producteurs d'énergie. Eh bien nous aussi aujourd'hui, pour être acteurs, on doit s'obliger à mettre en place un certain nombre de pratiques régulières pour montrer que nous menons des actions qui vont aller dans cette voie d'une économie circulaire et d'une économie durable. Et aujourd'hui, je pense que on doit tous se dire, une fois par mois, une fois par semaine, nous menons des actions qui, dans un environnement sociétal, environnemental ou économique, rentrent dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, nous faisons partie des acteurs qui allons pousser un certain nombre d'actions auprès de nos clients, on l'a vu avec les contrats impact, auprès de nos partenaires avec peut-être la diffusion d'un peu plus d'équipements d'occasion qui vont accompagner des équipements neufs. Donc il faut véritablement que nous menions des actions régulières. Et j'invite bien évidemment l'ensemble de ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent d'être proactifs sur ce sujet. Et vous avez des ambitions du coup aussi pour l'ISCOM, pour croître et pour propager cette bonne parole un peu partout en France, en région. Vous pouvez nous en dire quelques mots? On a des ambitions de proximité qui sont fortes. Hein. Je veux dire, on va ouvrir. Ça compte la proximité exactement, aussi. Exactement. Toutes les actions doivent être, de proximité et adaptées. Hein, on parlait tout à l'heure d'adaptabilité avec l'Oxy sur d'autres sujets, mais aujourd'hui, on doit adapter aux actifs que nous finançons, aux régions. Et donc, notre développement aujourd'hui se fera à travers cette proximité qui, je pense, était une de nos valeurs depuis toujours. Parfait. Merci beaucoup, Laurent. Il nous reste à vous dire au revoir et à vous proposer, si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets, à consulter le site de l'ISCOM et notamment le manifeste où vous prenez la parole, ainsi que les différents intervenants de l'ISCOM qu'on a vus. Il y a des chiffres, il y a des déclarations, il y a des témoignages. Et vous pourrez aussi voir le replay de cette émission si vous le souhaitez. Merci à tous. Merci Laurent. Merci Serge et merci à tous les intervenants. Au revoir.